En matière de jeux vidéo, on a tous déjà passé des nuits blanches à appuyer frénétiquement sur des boutons, lancer nos manettes de rage ou dépenser beaucoup trop d'argent en microtransactions. Dans ces moments-là, il est facile d'avoir l'impression d'être allé trop loin. Cependant, les frasques des joueurs lambda ne sont rien comparées à celles des membres les plus obsessionnels, extrêmes et carrément déments de la communauté, qui poussent les jeux vidéo à leurs limites de manière incroyable. Et parfois même dérangeante. Aujourd'hui, on va donc nous intéresser à ces joueurs, découvrir les manettes les plus folles, leurs tactiques les plus incroyables et les configurations les plus étranges, en nous penchant sur les personnes qui prennent le jeu vidéo beaucoup trop au sérieux. Jusqu'à ce que la DS nous sépare. De Pac-Man à Masterchef, l'industrie du jeu vidéo abrite certains des personnages les plus emblématiques des médias modernes, et les joueurs peuvent nouer des liens très étroits avec les héros de leur jeu préféré. Cette relation est généralement inoffensive, mais en 2009, un joueur romantique a décidé de passer à la vitesse supérieure en tombant amoureux d'un personnage de jeu vidéo en l'épousant. Love Plus est un simulateur de rencontres exclusivement japonais créé par Konami, qui permet aux joueurs de sortir avec des femmes numériques sur leur Nintendo DS. Lorsqu'un joueur connu sous le nom de Salle 9000 a commencé à jouer à ce jeu en 2009, il est immédiatement tombé amoureux d'un personnage appelé Nene Anegasaki, une jeune femme de style animé qui adore les films d'horreur et les ratons laveurs. Salle décrit Nene comme la femme de ses rêves, soulignant que le jeu modifie sa personnalité à son goût car il lui murmure des mots doux à l'oreille grâce au microphone de la DS. Heureusement pour Salle, il n'est pas difficile de séduire une déesse, et très vite, sa relation avec Néné est devenue plus sérieuse, le poussant à se mettre à genoux et à épouser le personnage. Ou en termes plus pratiques, d'épouser la déesse et la cartouche de jeu qu'elle contient, je suppose. Traditionnellement, c'est le père de la mariée qui paye le mariage. Mais dans ce cas, Salle a dû le faire lui-même, déboursant l'argent nécessaire pour acheter un smoking, engager un DJ et créer un diaporama présentant les moments forts de leur relation. Une fois le mariage terminé, Salle a embrassé l'écran avant de ramener Néné dans leur maison conjugale et, je souhaite pas savoir ce qu'ils ont fait pendant leur lune de miel. Malheureusement, le mariage n'était pas légalement contraignant, mais Salle s'en moque, affirmant que la cérémonie était simplement une célébration de son amour pour le personnage et une promesse de l'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare. Même si Néné venait à mourir, elle pourrait simplement réapparaître. Gériatrique Gamer. Ça semble peut-être pas si lointain, mais quand on repense à 2016, on a l'impression que nous vivions dans un monde complètement différent. Donald Trump n'avait pas encore commencé son mandat, j'avais encore tous mes cheveux et la planète entière était prise d'une envie irrépressible de tous les attraper. Puisque 260 millions de personnes ont téléchargé Pokémon Go sur leur téléphone. Pokémon Go est actuellement le 3e jeu mobile le plus joué de tous les temps, mais vous auriez du mal à trouver quelqu'un qui aime plus que Shen Sanyon. Cet homme de 74 ans utilise un vélo spécialement conçu pour jouer sur 72 téléphones à la fois. Depuis 2016, date à laquelle son petit-fils lui a fait découvrir Pokémon Go, Shen est obsédé par l'idée d'attraper les monstres de poche les plus rares du jeu, utilisant d'innombrables appareils pour maximiser ses chances. Il passe son temps libre à parcourir New Taipei City à Taïwan, à vélo pour attraper autant de Pokémon que possible. Comme vous pouvez l'imaginer, tous les téléphones de Shen consomment beaucoup d'électricité, et malheureusement, il ne peut pas utiliser les Pikachu qu'il capture pour les recharger. Son vélo est donc équipé d'une batterie haute performance qui les maintient chargés, lui permettant de rester dans les rues toute la journée. Il estime dépenser environ 1000 $ par mois pour son passe-temps, utilisant cet argent pour recharger ses téléphones en données internet et acheter des Pokéballs et des bonus dans l'application. Shen avait l'habitude de jouer à Pokémon Go tous les jours, mais malheureusement, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2022, ce qui l'a contraint à faire une pause de 6 mois sur le jeu. Heureusement, Shen s'est rétabli et a recommencé à jouer, mais il a malheureusement dû réduire son dispositif, car il ne peut plus gérer que 25 téléphones à la fois. Ça reste que toutefois 25 téléphones plus impressionnants que la plupart des joueurs. Et je pense qu'il est juste de dire que lorsqu'il s'agit de jouer à Pokémon Go, Shen est le meilleur, comme personne ne l'a jamais été. C# Shooting. Si vous augmentez le volume lorsque vous jouez à Call of, vous n'entendrez généralement rien d'autre que des coups de feu, des explosions et un groupe d'enfants de 12 ans qui insultent votre mère. Cependant, en 2021, tout ça a changé lorsque le jeu a été associé à un autre son, celui de la flûte à bec. La plupart d'entre nous associent la flûte à bec à des interprétations cacophoniques à l'école primaire comme celle-ci. Mais en 2021, un streamer Twitch appelé Dino Bino est devenu viral pour avoir utilisé une flûte à bec pour jouer à Warzone.
Entre les mains de Dino, les notes aiguës de la flûte à bec sont devenues le son de mort et de destruction, alors qu'il faisait pleuvoir des tirs infernaux, une note à la fois. Let's go! La vidéo virale est incroyable et cette configuration de jeu unique a nécessité une préparation ingénieuse. Un logiciel enregistre la hauteur de chaque note musicale qu'il joue. Chacune de ces notes correspond à une commande de clavier différente. Ainsi, lorsque le logiciel reconnaît qu'il joue une note Do par exemple, celle-ci est enregistrée par son PC comme clic gauche sur la souris, ce qui incite le personnage de Dino dans le jeu à tirer avec son arme. Évidemment, c'est pas exactement le style de jeu le plus optimal, donc lorsque Dino se déplace maladroitement, s'accroupit et tire dans les parties de code, il se fait tuer, souvent. Cependant, il a réussi à constituer une impressionnante compilation de ses exploits complètement fous, contenant des éliminations que j'aurais du mal à réaliser avec une manette, le tout accompagné d'une musique de fond plutôt agréable. Hardpoint compromised. Secure the area. Une danse de la victoire. Jouer à Call of Duty avec une flûte à bec est assez impressionnant, mais Dino n'est pas le seul joueur à aimer jouer de manière non conventionnelle. Miss Mika est une streameuse connue pour relever des défis incroyables, comme jouer à des jeux entiers d'une seule main ou jouer à des jeux réputés difficiles en utilisant des accords de guitare pour générer des commandes. Un peu comme la flûte à bec de Dino. Les parties inhabituelles de Mika sont sans aucun doute impressionnantes, et en 2022, elle s'est lancée dans son défi le plus difficile à ce jour, tenter de terminer 2 parties d'Elden Ring simultanément en utilisant une manette classique et un tapis de danse. Elden Ring est un jeu réputé pour sa difficulté, et son monde ouvert regorge de boss puissants qui peuvent demander d'innombrables tentatives aux joueurs venus pour les vaincre. Pour la plupart d'entre nous, terminer Elden Ring avec une manette est déjà un exploit. C'est pourquoi le défi de Mika semblait impossible à relever pour beaucoup. Ça n'a toutefois pas découragé la streameuse. Et en décembre 2022, elle s'est lancée dans l'aventure en connectant son tapis de danse à son PC et en associant chaque flèche à une commande clavier différente, ce qui lui permettait de se déplacer et d'attaquer en bougeant ses pieds. Il s'agissait ensuite de progresser dans le jeu, de mener les 2 personnages vers les arènes de boss appropriées, et une fois qu'ils avaient atteint un niveau suffisant, et d'affronter tous les boss simultanément. Mika n'a mis qu'un mois à danser jusqu'à la victoire, éliminant tous les boss d'Elden Ring avec ses mains et ses pieds simultanément. Come on, chat. We can do this. Come on, get up, get up, get up. Come on, yes, 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 yes. Oh my god, what an epic. Ce défi a nécessité de nombreux essais et erreurs, ainsi que des séances improvisées de danse irlandaise. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour vaincre le boss final du jeu dans les 2 parties et relever l'un des défis les plus impressionnants d'Elden Ring à ce jour. Bloc de construction. En matière de jeux vidéo classiques, peu sont aussi emblématiques et universellement appréciés que Tetris. Le jeu a été lancé pour la première fois sur l'ordinateur Electronica 60 en 1984, mais depuis, il a été téléchargé et joué sur presque tous les appareils électroniques imaginables. Tetris est officiellement le jeu le plus porté de tous les temps, et en dehors des consoles et des PC, ses blocs et sa bande sonore emblématique sont apparus sur des iPods, des calculatrices et, plus incroyable encore, sur un immeuble de 21 étages à Cambridge dans le Massachusetts. Oh, that is working. That's too cool. Uh-oh. Le clip a été filmé au MIT, l'université qui accueille certains des étudiants les plus brillants du monde, et par conséquent, certains des hackers les plus talentueux. Le jeu géant de Tetris est apparu sur le plus haut bâtiment du campus en 2012. Le jeu était connecté sans fil à un joystick situé à proximité, qui permettait aux piétons de prendre le contrôle de la machine d'arcade de 89 mètres. Comme vous pouvez l'imaginer, le projet a nécessité beaucoup de planification, et de manière incroyable, les étudiants du MIT ont proposé pour la première fois l'idée de construire un Tetris géant sur le campus en 1993.
À l'époque, il ne disposait pas de technologie nécessaire pour le réaliser, mais 2 décennies plus tard, un groupe d'étudiants anonymes a décidé de reprendre le projet abandonné et de tenter de le mener à bien eux-mêmes. Grâce à de nouvelles technologies et à beaucoup de codage, les étudiants ont pu équiper 153 fenêtres du bâtiment de lumière LED qu'ils ont programmées pour se connecter au joystick et faire fonctionner le jeu. Ça peut sembler simple, mais des étudiants auraient passé 4 longues années à travailler sur ce projet extrascolaire, dont 2 mois à travailler tous les soirs de 22h à 5h du matin. Travailler autant d'heures tout en obtenant son diplôme est assez intense, mais lorsque le jeu a été présenté en 2012, tous leurs efforts ont été récompensés, car les étudiants ont afflué vers le bâtiment pour jouer sur cette machine d'arcade géante. Le projet a parfaitement fonctionné et d'autres joueurs se sont depuis inspirés des hackers du MIT, utilisant des techniques similaires pour créer d'autres versions géantes de Tetris. Les vidéos de personnes jouant à ces jeux sont incroyables à regarder, même si quelque chose me dit que les personnes qui travaillent dans ces bâtiments n'ont pas été aussi impressionnées par ces hacks. Dans le jeu pour le long terme. Parfois, il n'y a rien de mieux que de s'allonger sur son canapé pendant des heures et de jouer à ses jeux préférés jusqu'à en avoir mal au pouce et aux yeux. Cependant, il est possible d'aller trop loin dans le jeu compulsif, et certains joueurs mettent leur santé en danger en jouant pendant des jours sans faire de pause. C'est exactement ce qui est arrivé au protagoniste d'une histoire qui s'est déroulée en 2015 et qui impliquait le jeu mobile préféré de toutes les mères de famille, Candy Crush. Cette année-là, un homme de 29 ans s'est rendu dans un hôpital de Los Angeles pour se plaindre de douleurs au pouce après avoir joué sur son téléphone. Le patient a expliqué qu'il avait joué à Candy Crush toute la journée, tous les jours, pendant environ 8 semaines, utilisant sa main gauche pour faire glisser les bonbons tandis qu'il utilisait sa main droite pour boire et manger. Au cours des 8 semaines de jeu intensif, l'homme avait écrasé beaucoup de bonbons, et son propre pouce, les médecins ayant déterminé qu'il s'était rompu un tendon en jouant. La blessure était suffisamment grave pour le contraindre à échanger ses bonbons numériques contre des analgésiques, car il a dû subir une intervention chirurgicale pour reconstruire son tendon, ce qui lui a permis de retrouver l'usage de son pouce et, espérons-le, de l'utiliser pour supprimer l'application. Mais aussi incroyable que cette histoire puisse paraître, il n'est pas le seul à avoir poussé le jeu numérique à l'extrême. En 2011, un homme nommé Jordan Wayne Lang s'est lancé dans l'une des sessions de jeu les plus intenses jamais vues, après avoir passé 7 jours d'affilée à jouer à The Lord of the Rings Online, enfermé dans une petite boîte transportée à travers l'Amérique. Ça peut sembler complètement insensé, mais cette folie cache une certaine méthode. Lorsque Jordan ne joue pas, il est artiste de performance, et pour lui, cette aventure de jeu bizarre était de l'art. Jordan a voyagé de Bald Knob en Arkansas à Portland dans l'Oregon, à l'intérieur de ce minuscule espace. Et bien que mes sessions de jeu soient généralement alimentées par des pizzas, tout ce que Jordan a consommé pendant son voyage de 3200 km, ce sont 28 barres protéinées et 15 litres d'eau. Comme si cela ne suffisait pas, lorsque le corps de Jordan a éliminé toute cette eau, il a uriné dans un bocal qu'il a gardé à ses côtés pendant le reste du voyage. Après 7 jours de route, la boîte a été livrée dans la galerie 1413 de Portland, où Jordan a été libéré de la caisse dans le cadre d'une exposition. Cependant, Jordan n'a pas fait cela uniquement pour le plaisir. Il a déclaré avoir créé cette performance afin de sensibiliser le public au syndrome de stress post-traumatique, en illustrant notamment la manière dont les personnes qui souffrent peuvent s'isoler et se cacher de la réalité, en jouant à des jeux vidéo, ne communiquant avec le monde extérieur que dans un espace en ligne. C'est certainement une bonne cause, même si une partie de moi se demande encore si Jordan ne souhaitait pas secrètement profiter au maximum d'une semaine de bonus d'expérience dans le jeu, dans une intimité totale. Voici venir le bloc. Je ne sais pas pour vous, mais peu importe le nombre de nouveaux jeux que j'achète, je finis toujours par jouer aux mêmes anciens titres, encore et encore. Jouer à The Last of Us pour la 17e fois est une chose, mais certains joueurs développent des liens encore plus étroits avec leur jeu préféré que le reste d'entre nous. Personne n'est allé aussi loin que Nurul Majabi Hassan, une jeune femme de 20 ans originaire de Floride qui affirme être tombée profondément amoureuse du jeu Tetris. Oui, vous l'avez bien lu. Pas d'un personnage de jeu vidéo, mais du jeu lui-même. Nurul se décrit comme objectum sexuel, ce qui signifie qu'elle est attirée par les objets inanimés plutôt que par les personnes. Dans le passé, elle a eu le béguin pour des tapis de course et sa première relation sérieuse a été avec une calculatrice qu'elle appelait Pierre. Hassan a parlé de son ancien amant les yeux embués, expliquant qu'elle aimait toucher le pavé tactile de Pierre et qu'elle utilisait souvent sa langue pour appuyer sur les boutons. Elle l'a même emmené au bal de promo. Malheureusement, avec toute cette attention, Pierre est tombé en panne prématurément, court-circuité un jour pendant son nettoyage, mettant fin à leur relation. Nurul s'est toutefois pas restée célibataire longtemps, se remettant rapidement de sa peine en tombant amoureuse de sa cartouche Tetris NES en 2016. Nurul a décrit sa relation avec Tetris comme intime, expliquant que leur rendez-vous consistait à jouer au jeu pendant des heures avant de câliner la cartouche dans son lit.
Elle a même déclaré qu'elle prévoyait d'épouser la cartouche lors d'une cérémonie de mariage en bonne et due forme pour devenir Madame Tetris. Bien sûr, le mariage de Nurul ne serait pas légalement contraignant, mais elle souhaite tout de même exprimer son amour pour Tetris lors d'une cérémonie symbolique. Pour être honnête, ce bloc en elle reste très élégant en smoking, et l'excitation que l'on ressent lorsqu'on termine une ligne dans Tetris n'est pas la pire base pour un mariage heureux, non? Un répartiteur distrait. Avec ses plages de sable et ses demeures de millionnaires, Palm Beach en Floride est un endroit plutôt tranquille. Cependant, en 2015, un répartiteur de la police du bureau du shérif de Palm Beach s'est avéré être un peu trop détendu au travail, après avoir été surpris en train de jouer à des jeux sur son téléphone au lieu de répondre aux urgences. En octobre 2015, le répartiteur Charles M. Morris a mis un appelant du 911 en attente pendant 40 minutes afin de terminer un jeu sur son téléphone portable. Et il s'avère que l'appelant avait été victime d'un accident et avec délit de fuite. Mais au lieu de recevoir une réponse de la police, il a été ignoré, tandis que Charles se détendait et continuait à jouer. Une enquête a révélé que le même mois, il avait attendu près de 10 minutes avant d'envoyer des agents sur les lieux d'une fusillade, car il était trop occupé à regarder son écran pour répondre. Charles travaillait pour le bureau du shérif depuis 11 ans, et, contre toute attente, il n'a pas été licencié pour faute professionnelle. Au lieu de cela, le département de la police a choisi de le rétrograder à un poste avec moins de responsabilités, lui permettant ainsi de continuer à protéger et à servir le public. Ou plus précisément de continuer à protéger son village dans Clash of Clans tandis que les contribuables de Palm Beach payent son salaire. Une rupture conjugale. Mis à part le cas particulier évoqué précédemment, les joueurs ne cassent généralement que les records et les claviers. Cependant, en 2015, un homme de 28 ans, originaire de Russie, a réussi à mettre fin à son mariage, à s'aligner ses amis et à perdre son emploi après avoir joué à Fallout 4 pendant 3 semaines d'affilée. Lorsque Fallout 4 est sorti en novembre 2015, cet homme est devenu tellement accro à ce RPG post-apocalyptique qu'il a cessé de se présenter au travail et a commencé à ignorer ses amis et sa famille. Après 3 semaines passées à tuer des Deathclaws et à collectionner des capsules de bouteilles et à dormir très peu, le joueur a finalement quitté le désert numérique pour découvrir que sa propre vie avait explosé et que les retombées étaient considérables. À la fin de sa frénésie, il avait été licencié, sa femme l'avait quitté et ses amis avaient coupé les ponts avec lui. Tout cela à cause de son addiction au jeu. L'homme était anéanti, mais au lieu de supprimer Fallout ou de supplier sa femme de lui pardonner, il a décidé de reprendre une autre voie, en poursuivant en justice les développeurs de Fallout, Bethesda. Il a affirmé que Bethesda lui avait causé une détresse émotionnelle, argumentant que s'il avait su que Fallout était si addictif, il ne l'aurait jamais acheté. Et il a demandé à Bethesda environ 7 000 $ de dommages et intérêts. Et bien que ses avocats aient promis de mener l'affaire aussi loin que possible, un groupe d'experts juridiques a alors estimé que l'affaire serait probablement rejetée par le tribunal. Malheureusement, on ne sait pas si cet homme a finalement gagné ou perdu son procès, car aucune information n'a été rendue publique. Quoi qu'il en soit, je doute qu'il ait réussi à récupérer sa femme ou son emploi, et même avec 7 000 $ supplémentaires sur son compte bancaire. Au moins, Doc Meat ne le quittera jamais. Concentrez-vous sur le jeu. Si vous avez déjà joué à des jeux en ligne, vous savez que certains joueurs sont toujours à 2 doigts de jeter leur manette contre le mur après une défaite. Lorsque vous jouez chez vous, ces accès de rage sont assez embarrassants, mais en général inoffensifs. Après tout, vous n'endommagez que vos propres biens. Cependant, en Chine, les jeux vidéo dans les cybercafés sont très populaires et il est courant de voir des joueurs utiliser des PC et des claviers qui ne leur appartiennent pas. En 2017, un joueur de Lanzhou était à mi-chemin d'une session dans un cybercafé lorsqu'il a perdu une partie de League of Legends, apparemment en raison de l'incompétence de son équipe. Au lieu de faire une pause, le joueur a décidé de se concentrer sur le jeu, littéralement, en attrapant l'écran et en lui donnant des coups de tête jusqu'à ce que sa tête le traverse. Le joueur a complètement détruit l'écran, mais celui-ci n'a pas cédé sans résistance, et après que les employés du café aient libéré la tête de l'homme de l'écran, ils ont dû l'envoyer à l'hôpital pour soigner ses blessures. La crise de colère de cet homme signifie qu'il ne sera probablement plus le bienvenu dans le cybercafé, mais pour être honnête, je pense que c'est mieux ainsi. Il devrait probablement arrêter complètement de jouer à LoL, ou commencer à jouer avec un casque. Une relation toxique. En juin 2019, un joueur de 29 ans appelé Sak Dwanjuan est rentré chez ses parents à Sisaket, en Thaïlande, après une soirée arrosée. Sak était fortement dépendant aux jeux sur mobile. Alors au lieu de se faufiler dans sa chambre et d'aller se coucher, il a monté le volume de son téléphone et a commencé à jouer, faisant suffisamment de bruit pour réveiller ses parents. Lorsque son beau-père est venu voir ce qui se passait, une dispute a éclaté, ce qui a abouti à la décision des parents de Sak de couper le Wi-Fi. Étant donné que le jeu choisi par Sak dépendait du Wi-Fi, il va sans dire que cela ne lui a pas plu. Le joueur a donc commencé à s'énerver, frappant les murs de la maison jusqu'à ce qu'il se fatigue et aille se coucher. Le lendemain matin, la dispute semblait terminée, alors que la famille s'installait pour le petit déjeuner et que la mère de Sak se rendait dans le jardin pour aller chercher de l'eau dans leur puits. Cependant, lorsqu'elle est arrivée au puits, elle a remarqué une étrange poudre flottant dans l'eau.
Après un moment de réflexion et quelques investigations, elle a compris que Zack s'était faufilé dans le jardin plus tôt dans la matinée et avait rempli le pluie familial de pesticides toxiques dans le but de se venger de ses parents pour avoir coupé le Wi-Fi. À la grande surprise de tous, Zack finit par avouer son geste. Horrifiés, les parents de Zack appelèrent la police et leur fils fut rapidement emmené par les autorités. J'ai déjà entendu parler de joueurs toxiques, mais après avoir tenté d'empoisonner ses propres parents, Zack remporte sans doute la palme. C'est un miracle que sa mère ait repéré le poison à temps et que le ratio KDA de son fils soit resté à 0. Une collection exceptionnelle. Vous vous souvenez de Shen Sang-yeon, passionné de Pokémon Go que nous avons rencontré précédemment ? Il n'est pas le seul joueur à avoir une passion presque obsessionnelle pour la collection. Voici Brett Martin, un homme de 42 ans originaire de Littleton dans le Colorado, qui est officiellement le plus grand collectionneur de souvenirs de jeux vidéo au monde. Brett possède plus de 8030 objets de collection qu'il conserve dans son Memorabilia Museum, une petite pièce de sa maison qui regorge d'objets rares. La pièce est une explosion de couleurs, mais la collection de Brett a connu des débuts modestes lorsqu'en 1989, ses parents lui ont offert une petite figurine Super Mario. Ce premier succès a suffi à transformer Brett en un véritable passionné de collection, donnant aux joueurs une passion durable pour l'achat de souvenirs de jeux emblématiques tels que Mario, Zelda et Pokémon. Comme vous pouvez l'imaginer, constituer une collection aussi importante est assez coûteux, mais il a limite à tout de même les sommes qu'il consacre à son passe-temps. Brett a déclaré qu'il essayait de limiter son budget à moins de 500 $ par article, mais qu'il était prêt à payer jusqu'à 800 $ pour un objet de collection particulièrement rare. La collection entière de Brett vaut actuellement plus de 100 000 $, et en 2012, tout le temps et l'argent qu'il a consacré à sa passion ont porté leurs fruits, lorsqu'il a officiellement reçu son record du monde Guinness. Brett a obtenu une place dans l'édition 2013 du Guinness World Record Gamers Edition et a été récompensé par un nouvel objet inestimable à ajouter à sa collection, une plaque qui le couronne officiellement comme le plus grand collectionneur de souvenirs de jeux vidéo de tous les temps. On pourrait arguer que son amour pour l'industrie du jeu vidéo et ses personnages emblématiques est excessif, mais comparé à certains autres joueurs passionnés que nous avons vus aujourd'hui, je pense qu'il est juste de dire que le cas de Brett est un peu plus sain que la plupart des autres. Sur ce, il est temps pour nous d'éteindre nos PC, de débrancher nos consoles et de sortir prendre un peu l'air. Mais lequel de ces joueurs vous a le plus surpris, voire impressionné ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.